Que vous soyez gamer acharné, étudiant ou passionné d'histoire, voilà l'occasion d'explorer l'Égypte ancienne à votre rythme, hors de toute violence, ou de suivre une des visites conçues par les équipes créatives du jeu en liaison avec des experts en histoire et des égyptologues. Salut à tous les gens, je suis content de vous retrouver. Donc voilà, on se retrouve enfin pour la vidéo sur Assassin's Creed Origins, sauf que on ne sera pas en, en gameplay. Comme je l'avais dit, il y a un nouveau mode qui est arrivé qui s'appelle le Discovery Tour. Et du coup, bah, ça va être l'occasion pour nous, vous et moi, toi et moi, de découvrir ensemble bah, ça, Discovery Tour, et puis de voir ce que ça vaut. Mais je pense que ça va être sympa, quoi. Parce que comme vous savez, moi je passe à une d'histoire et que voilà, quoi. Donc, c'est parti, on se lance pour Discovery Tour. Let's go. Espérons vous faire partager la passion qui nous a, qui nous a animés tout au long des années du développement d'Assassin's Creed Origins. Bienvenue dans le mode Discovery d'Assassin's Creed sur l'Égypte ancienne. Ces visites guidées vous feront parcourir des lieux majestueux et vous familiariseront avec, avec les Égyptiens. Profitez des vastes panoramas de ce magnifique pays à travers le regard de votre aigle. Vous faites appel à un avatar pour rejoindre le sommet de la Grande Pyramide. Longez en bateau les berges du Nil ou parcourez à cheval des déserts et des terres fertiles et luxuriantes. Et lorsqu'une vue vous fascinera, immortalisez-la à l'aide du mode photo et transmettez-la à vos amis. Ouais. Nous espérons que cette découverte vous plaira. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein, bah on verra, hein, on va voir ce qu'on va faire. Pour l'instant on découvre, j'ai pas prévu de faire une série, mais on va voir si j'ai des retours. Donc on est avec Aya pour le moment. Oh, c'est beau. Non, sans deck. Bon, on va pas être insolent dès le début, hein. Alexandrie, planification de la ville, nombre de stations 8. Découvrez la conception et le plan 6 minutes. Oh. Et d'accord. Et on peut faire que ça. Fermé. Bon, on va pas faire les chipotes, hein. C'est le début. Interagir. Let's go. Bienvenue dans la planification de la ville d'Alexandrie. C'est un vers de l'Odyssée d'Homère qui donna à Alexandre l'idée de fonder sa grande ville. Il y a devant l'Égypte, dans la mer aux houles nombreuses, une île qu'on appelle Pharos. Guidé par ces indices, Alexandre le Grand fonda sa ville à l'extrémité ouest du delta du Nil. Ok. Planification de la ville, c'est Alexandre Lowe. Ok. Fermé. Elle avait dit quoi déjà? Non, je déconne. Si Alexandre a estimé le site idéal pour sa grande cité, il posait néanmoins de nombreux problèmes. L'accès était extrêmement difficile lors des tempêtes, les marais voisins étaient malsains, et le sol calcaire ne convenait guère aux cultures. Mais influencé par son mentor Aristote, Alexandre comprit que la véritable valeur de ce lieu était son emplacement stratégique. Alexandre savait qu'en tenant Péluse à l'est, Memphis au sud et son joyau, Alexandrie, à l'ouest, il disposerait d'une place forte triangulaire lui permettant de contrôler la totalité du delta, tout en Bah, c'est ayant clair. accès à la Méditerranée.
Ouais, c'est surtout les pyramides de Gizeh que j'ai hâte de savoir, quoi. Les murs d'Alexandrie connurent des débuts modestes. Manquant de craie pour tracer les fondations de la future ville, les architectes durent employer la Sérieux? farine. Des nuées d'oiseaux migrateurs se posèrent et mangèrent la farine, effaçant les tracés. Cela poussa Alexandre à consulter les oracles, qui le rassurèrent en lui affirmant que sa future ville nourrirait une vaste population. Les fouilles menées par Mahmoud Bey el-Falaki au XIXe siècle ont montré que l'enceinte mesurait environ 5,2 km de long sur 2,2 km de large. Elle était haute de 9 mètres. Putain. Ces redoutables murailles ont résisté à de nombreuses attaques, dont celle du roi de Syrie en 169 avant notre ère. Ce n'est qu'en 295 de notre ère qu'elles furent abattues par l'empereur romain Dioclétien. Et ce, après 8 Ah mois ouais. d'assaut en Ah ouais, mais succession. c'est 8 mois. Ouais, j'avoue que là. Dinocrate, le principal urbaniste d'Alexandrie, choisit un plan hippodamien, c'est-à-dire en damier. Cette option maximisait l'aspect fonctionnel, avec des voies rectilignes et, en dessous, des canaux. Alexandre reconnut la valeur militaire de ce plan. Les larges rues parallèles permettaient de surveiller la ville tout en autorisant les déplacements de troupes. Un couloir central s'étendait du port nord, sur la Méditerranée, au lac Maréotis, au sud. Cette voie jouait le rôle d'artère commerciale et de communication entre les deux ports. De nombreuses rues étaient bordées d'imposants bâtiments et de parcs, y compris la voie canopique, avec sa porte impressionnante à l'extrémité est. Ouais, ouais, c'est clair. La ville d'Alexandrie a très probablement été bâtie à l'emplacement d'un village égyptien. Lorsque la ville fut achevée, les Égyptiens refusèrent de l'appeler du nom de son fondateur, préférant l'appellation de Ra-Ked, la construction, pour marquer leur mépris. Ce nom fut par la suite hellénisé en Rakotis. Cette réticence n'empêcha pas le nom d'Alexandrie de perdurer. Ok, donc en référence à Alexandre, quoi. Ouais. Ok. Ouais, ta première visite, youpi! Bon bah c'est bon, on s'arrête là, hein. Après seulement 10 minutes de vidéo. Ouvrir le menu. Vous pouvez explorer l'Égypte ancienne à votre rythme, sélectionner pour choisir. Le menu pause. Ouais, je veux découvrir l'Égypte. Les pyramides. Oh, l'origine de la pyramide. Mais moi, ce que je veux, c'est les pyramides de Gizeh. Les énigmes du Sphinx, les secrets des premières pyramides, ça on l'a déjà fait, on sait déjà. Je me disais là, ça comme ça me vient d'un coup. Je me dis, tiens, ce serait quand même plus intéressant de faire les visites guidées en live, reaction, je veux dire en live quoi. Mais bon, comme il n'y a pas grand monde, bon,
Ouais, 3-4 à regarder, quoi. Je me dis, bon, vous me direz dans les commentaires, hein, parce que j'ai une chaîne, quoi, Twitch, quoi. L'origine de la pyramide. 7 stations, découvrez les monuments funéraires de l'Égypte. Ouais, bah tiens, regarde, ils disent, découvrez les monuments funéraires de l'Égypte ancienne et leur évolution jusqu'à la structure pyramidale qui nous est familière. Le cycle du soleil. Ouais. Tombeau rectangulaire. Et du coup, c'est où? Ouais, c'est où? Je sais pas où c'est. Bon, bah attends, c'est quoi? Pyramide. Voilà. Waouh. L'origine de la pyramide. Découvrez les monuments. Estimé 5 minutes. Ok. Let's go. Bienvenue dans l'origine de la pyramide. Oh oui. L'origine du mot pyramide est controversée. Beaucoup estiment qu'il provient du mot grec pyramis, qui désignait un petit gâteau de forme pointue. Dans l'Égypte ancienne, la vie et la mort reflétaient le cycle solaire. La forme parfaite de la pyramide à face lisse fut associée à la métaphore de la transformation du pharaon en rayon solaire. Ouais, c'est pour rejoindre le ciel, quoi. Les pyramides représentaient le Benben, le monticule primordial du mythe héliopolitain de la création. Ces récits se sont étendus à tous les aspects de la vie égyptienne. Ouais. Si vous voulez. Pendant la période prédynastique, les pratiques funéraires évoluèrent différemment. Les rituels n'étaient pas les mêmes en Hmm. Haute ou en Basse-Égypte. Bien avant la pyramide, on utilisa des fosses funéraires. Le site funéraire le plus ancien découvert à ce jour, et qui date de 5000 ans avant notre ère, est celui de Mérindé Beni Salam, en Basse-Égypte. L'étude des tombeaux a révélé que les défunts étaient enterrés dans une tombe peu profonde, en position fétale. Mais les quelques objets qui ont été trouvés n'ont pas permis de déterminer le statut social des personnes inhumées. Ouais, comme on peut voir la photo à gauche, quoi. En Haute-Égypte, les pratiques prédynastiques sont plus faciles à étudier et révèlent des rites plus élaborés. On les a classés en deux phases, la phase de Badari et la phase de Nagada. La phase de Badari s'étend de 4400 à 3800 avant notre Oh! ère. De petites nécropoles ont été découvertes en bordure de village et ont révélé l'apparition d'un culte funéraire. Oh! Le corps était déposé dans une tombe ovale et recouvert de peaux de chèvre ou de gazelle. Des objets de la vie quotidienne étaient disposés auprès du cadavre. Ah, ah. Ouais. Pendant les trois périodes de Nagada, entre 4000 et 3510 avant notre ère, les pratiques funéraires se complexifièrent. La forme de la tombe passa de l'ovale au rectangle, à l'image des habitations des vivants. La taille des tombes augmenta et les objets funéraires se firent plus nombreux et plus stylisés. Les tombeaux devinrent plus élaborés, avec des renforts en maçonnerie, en boiserie ou en briques crues. On vit ensuite apparaître des nécropoles hiérarchisées. Ainsi, à Hierakonpolis, la nécropole de l'élite était séparée de celle du reste de la population. Mhm. Intéressant.
Alors, Le mot mastaba, qui signifie banc en arabe, désigne une architecture funéraire présente en Égypte depuis la période archaïque jusqu'au Moyen Empire. Évolution de la pratique funéraire, le mastaba était généralement constitué de deux parties. Une vaste structure rectangulaire bâtie à la surface, avec des murs en retrait, et une chambre funéraire souterraine. Des mastabas plus petits entouraient le vaste tombeau du pharaon. Ils abritaient généralement la dépouille de membres de la famille royale et de la cour. l'origine de la pyramide. L'aménagement de l'infrastructure du mastaba a évolué pendant l'Ancien Empire. À partir de la 5e dynastie, les mastabas ont souvent intégré une infrastructure à plusieurs salles, parfois jusqu'à 30. Le nombre et la qualité des surfaces décorées ont également beaucoup augmenté, de même que le nombre de statues placées à l'intérieur. C'est durant la 6e dynastie que l'art a été le plus présent. La surface entière du mastaba était recouverte de scènes de la vie quotidienne, afin de montrer la prospérité de ceux qui avaient la chance de passer confortablement l'éternité près de la pyramide d'un pharaon. Le meilleur exemple de ce type de mastaba est le tombeau de Mereruka à Saqqara. C'est tout? D'accord. Mais je vois la construction, moi, bordel de merde! Ok, ouais. Ouais, là, il parle de la dorée. Tant de visites et si peu de temps. Oh, de chialer. Ah, d'accord, c'est ça, l'intérieur de la pyramide, ok. Le complexe de la pyramide, ok. On va enfin savoir. Ouais, je suis obligé de. Yo, waouh. Alors, le complexe de la pyramide à degrés de Djéser. Découvrez la disposition du premier monument en pierre érigé par l'homme. Ok. 13 minutes. Ok. Bon, ok, c'est parti. Bienvenue dans le complexe de la pyramide à degrés de Djéser. La pyramide à degrés se trouve au centre d'un complexe fermé, comprenant des temples et des modèles de palais bâtis pour le séjour dans l'au-delà du pharaon Djéser. Le complexe funéraire proprement dit s'étend sur 15 hectares, au sommet du plateau de Saqqara. Ses dimensions et la précision de ses détails en font une merveille technologique pour l'époque. Les seules informations relatives aux plans qui nous sont parvenus ont été découvertes sur un morceau de pierre. Il s'agissait du croquis architectural d'une crypte. Oh. La pyramide à degrés est le premier édifice à avoir été bâti en pierre. Avec ses 60 mètres, elle était la plus haute construction de Putain. l'époque. Construite il y a 4700 ans, elle avait été conçue comme un mastaba, un tombeau rectangulaire à toit plat. Imhotep, son célèbre architecte, a sans doute considéré qu'il serait trop modeste pour le grand pharaon Djéser. Alors il y a ajouté des degrés. Et aujourd'hui, maintenant, c'est 818 mètres, voire même 1 kilomètre pour la Kingdom Tower. L'Arabie Saoudite. La pyramide à degrés
fait partie d'un complexe entouré d'un mur de 1600 mètres de long et de 10 mètres de haut. Cette imposante muraille de calcaire blanc était orientée selon l'axe nord-sud. Ok. Il existait 14 portes, mais seule celle de l'Est était destinée aux vivants. Les autres, factices, étaient des portails pour laisser passer le cas du roi. Outre les portes factices, les murs comportaient des bastions et des flèches qui évoquaient une muraille défensive. Le placement de ces éléments laisse supposer qu'ils étaient liés à la fête Cède. Ok. La seule véritable entrée du complexe se trouvait à l'extrémité d'un étroit passage. Cette enceinte avait un surplomb de pierre taillée afin de ressembler à des rondins. À l'extrémité du passage se trouvait une large ouverture. Conçue pour ressembler à une porte, elle présentait des vantaux munis de gonds inamovibles ouverts en permanence. Le couloir était bordé de 20 paires de colonnes érigées en superposant des cylindres de pierre sur 6 mètres de haut. La façade ressemblait à des faisceaux de roseaux. On a trouvé des traces de peinture rouge sur les colonnes, ainsi que de la peinture noire sur les murs de soutien. Cela aurait eu pour but de fondre les murs dans les ombres, afin de dégager visuellement les colonnes. Ok. Ça? Des salles se trouvaient de part et d'autre des colonnes. On pense qu'il s'agissait de chapelles représentant les provinces de Haute et de Basse-Égypte. Selon certains égyptologues, la disposition de ces salles pourrait symboliser la compétence géographique et judiciaire. Ce tombeau, gardé par un alignement de serpents taillés, se trouve à l'extrémité sud de la cour. La chambre funéraire est située au fond d'un puits d'une profondeur de 30 mètres. La chambre au plafond bas ressemble à un mastaba. Elle est relativement bien préservée comparée à la chambre funéraire ultérieure. Le tombeau a été réalisé en granit rose, mais des éléments prouvent qu'il fut jadis en calcaire poli. Comme il est trop petit pour abriter un corps, il est possible qu'il ait été conçu pour le cas du roi, ou pour y abriter les vases canopes contenant ses organes. Les pratiques funéraires évoluèrent par la suite. Les vases canopes étaient alors placés dans la même chambre que le corps. D'accord. Un escalier de calcaire poli conduit en direction de l'ouest du tombeau à des appartements souterrains. Certaines de ces salles devaient accueillir le roi et sa famille dans l'au-delà. On y a trouvé de nombreuses jarres de terre cuite de grande taille, certaines recélant encore des dépôts de bière, de lait et d'huile. Les fausses portes sont décorées de reliefs représentant le roi prenant part à des rites. On l'y voit porter des outils agricoles, courir et exécuter un rite de réanimation des défunts. L'architecte Imhotep a choisi d'utiliser la pierre afin d'assurer la pérennité du complexe. Après avoir achevé le mastaba initial, Imhotep envisagea une sépulture plus ambitieuse et décida d'empiler des mastabas les uns sur les autres. Des éléments montrent que la pyramide a été agrandie par 2 fois, en pratiquant des coupes supplémentaires dans les degrés pour atteindre 62 mètres de haut pour une base de Ah ouais. 221 mètres Mm. sur 109. Ah, donc c'est là que tu vois que bah ouais, ça divise par deux à chaque fois, quoi.
Un escalier permettant au pharaon d'entrer dans le monde divin était représenté par une pyramide à degrés de forme oblongue, enveloppant entièrement le mastaba originel. La pyramide proprement dite est une structure pleine. L'ensemble des chambres et tunnels est situé en dessous. Jusqu'à présent, tu m'apprends rien là. Le pharaon Djéser le Sacré, fondateur de la troisième dynastie, régna pendant 19 ans. Pendant son règne, il fut appelé Horus Nedjeriket, divin du corps. Il reçut l'appellation de Djéser plusieurs siècles après sa mort, en témoignage de respect. Il est considéré comme l'un des plus grands pharaons. Un apocryphe fut rédigé à son sujet à l'époque ptolémaïque, 2500 ans après sa mort. Eh ben. Pain du pharaon. Djéser était associé à la forme humaine d'Horus, le dieu du ciel. Près de la pyramide à degrés, on a découvert une inscription portant son nom et associée à Horus. Il fut le premier à résider à Memphis, ce qui en fit la capitale politique de la région. Djéser fit bâtir de nombreux temples et édifices avant le complexe de Saqqara. Ce complexe funéraire, le premier du genre, fut la plus grande réalisation architecturale de Djéser. Intéressant. Le complexe funéraire fut bâti à l'image du palais de Djéser, la pierre étant taillée de manière à imiter la brique crue, les rondins et les roseaux. L'insertion de tels détails dans une pierre dure a dû être une tâche de longue haleine, exigeant une main-d'œuvre considérable. Une large part du complexe était destinée à accueillir la fête Sed. Cette dernière permettait au roi d'affirmer son autorité, même depuis l'au-delà. Ok. Allez, c'est parti. Attends, je voulais voir un truc. La grande pyramide. D'accord. Les grandes régions d'Égypte. Sioua, la ville de Memphis, redécouvrir l'Égypte. Chacun déjà, on n'a pas fini encore l'autre là, mais je voulais juste voir. En fait, j'ai fait ça parce que je pensais qu'on peut les suivre dans l'ordre, mais non, en fait. La grande pyramide de Gizeh. Ouais, merde. Ouais, bon, on va finir ça déjà. Dans un coin de la cour se trouve un temple appelé Thé. Il fait partie des constructions les plus mystérieuses du complexe. Sa façade extérieure est lisse, mais l'intérieur est décoré de reliefs et de piliers de jade très ouvragés. Il est possible que cet endroit ait été destiné à la matérialisation du cas du roi, alors qu'il rendait symboliquement visite à la cour de Hebsed depuis l'au-delà. La fête Sed permettait au pharaon de maintenir l'ordre universel et de renouveler les pouvoirs divins. La force vitale et la nature divine du roi étaient réaffirmées par l'intermédiaire d'une série d'épreuves et de rites religieux, puis des offrandes et la visite de sanctuaires de diverses divinités. Cette célébration devait représenter le jubilé du roi et se dérouler tous les 30 ans. Mais ce calendrier n'était pas toujours respecté. Les plus anciennes dates de rituels connus remontent à la première dynastie. Ok. À l'intérieur du complexe de Djéser, au sud-est de la pyramide,
on trouve un espace consacré à ce rite essentiel que le roi a le devoir d'accomplir même dans l'au-delà. La cour de la Fetsed est bordée de fausses chapelles et dotée d'une plateforme munie de 2 escaliers représentant la haute et la basse Égypte. On estime que les 2 pavillons présents dans la cour représentent les palais de Haute et de Basse Égypte. De forme rectangulaire, ces 2 répliques se font face. Leur façade est similaire à celle des chapelles de la cérémonie de la Fetsed, avec des colonnes dont le sommet rappelle des feuilles tombantes. La présence des noms de la reine Étéphernepti et de la princesse Initkes sur une stèle proche des pavillons laisse penser que ces chapelles funéraires leur étaient consacrées. Le temple funéraire se trouve dans la partie nord du complexe, face aux étoiles que le souverain défunt était censé rejoindre après sa mort. C'est dans ce temple que se trouvait le serdab du pharaon, sa crypte. Elle est située dans un petit espace clos dont l'un des murs est incliné selon la pente du 1er degré de la pyramide. Bien. Le mur nord possède 2 orifices d'observation. Une statue de Djéser est assise sur le trône, revêtue d'un manteau, d'une perruque tripartite et d'une couronne appelée Némès. Cette statue, qui représente le cas du roi, regarde la cour à travers les orifices, ce qui permet au roi de suivre les cérémonies et de recevoir des offrandes dans l'au-delà. D'accord. Ok. Bon, j'espère que... Il y a tant de choses à découvrir. Oui, je sais. Bon, bah ouais, on a découvert un petit peu l'origine des pyramides, mais pas tellement, enfin surtout la construction un petit peu de ça là, la pyramide Mataba. Donc rectangulaire avec un toit plat, quoi. Du coup, bon bah on verra pour la prochaine fois, parce qu'en fait je sais même pas si genre faut les regarder dans l'ordre ou pas, vu l'ensemble de la nécropole de Gizeh, mais c'est surtout je pense que la pyramide de Gizeh, chambre supérieure, chambre souterraine, complexe, la grande pyramide de Gizeh. Je pense que la prochaine fois on fera ça, et ouais, voilà. Bon, ce qui aime les personnages aussi, ouais, qu'on peut sélectionner la prochaine fois, je verrai. Peut-être que je prendrai Bayek, Isbak, en allemand la direction. Acteur, soldat roumain. Il n'y avait pas Jules César, non? Bon. Ah ouais, d'accord. Ancien Empire. Alors vous imaginez, nous, on est à cette époque-là, quoi. Les béton, la grande pyramide. Donc en gros, tu vois, finalement, Alexandrie, c'est une ville récente, en fait, hein. Parce que putain, enfin, récente. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Parce que bon, elle a pas été créée à cette époque, tu vois, elle a été créée bien plus tard, quoi. Mais ouais, elle est quand même ancienne, quoi. Bah, c'est bien qu'ils ont fait ça, quoi. C'est sympa, quoi. Bon, merde, je sais même pas si... Ah si, elles sont répertoriées. Ouais, mais bon, à pied, laisse tomber, quoi. C'est galère. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette première visite, cette découverte du mode Discovery Tour vous a plu.
Vous me dites dans les commentaires, ça vous dit que je refasse des vidéos. Bah, au moins une pour, je me dis, les pyramides de Gizeh, quoi. Enfin, la pyramide de Gizeh. Puis voilà, quoi. Donc voilà, je vous dis à samedi. Ah oui, et aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il fallait que je le dise, parce que j'étais vrai que concentré sur la visite, que je remercie les personnes qui ont rejoint et qui ont mis un j'aime à ma page Facebook. Et si vous pouvez mettre un j'aime aussi, si vous n'avez pas fait, bah, je vous invite donc à aller sur la page Facebook. Donc à mettre un j'aime sur la page Facebook et à la vidéo si vous voulez. Et de vous abonner aussi, mais après vous faites ce que vous voulez, hein, voilà quoi. Il y a tellement de choses à Ouais, je découvrir. sais, excuse-moi, je suis en train de parler avec mes amis et les personnes qui me regardent. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire ce que bon vous semble, hein. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit ou ouais, j'ai une bonne journée aussi si vous voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et à samedi pour ceux qui me suivent. Salut!